Un mot auquel vous n'avez pas pu échapper si vous êtes des lecteurs assidus de la presse économique et financière, Solvency 2, Solvabilité 2 en français. C'est la nouvelle norme prudentielle qui sert à réglementer le monde de l'assurance. On en parle tout de suite dans Les Décideurs de la Finance. Michel Delabellière, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Deloitte et responsable européen de Solvabilité 2 dans cette maison. Et vous accompagnez donc vos clients, les assureurs, dans l'évolution de ces normes prudentielles. Un mot sur votre métier au quotidien, ça consiste en quoi accompagner les assureurs vers Solvabilité 2? Alors chez Deloitte, on a plusieurs capacités justement pour les aider dans ce domaine-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Solvabilité 2 implique un certain nombre de changements. D'abord quantitatifs, c'est-à-dire sur la manière de calculer des normes de solvabilité. Et là-dessus, nous avons des équipes d'actuaires qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Et puis, il y a deux autres sujets. Un, organisationnel. Et là, ce sont nos compétences de conseil, notamment celles que j'anime, qui intervient. Et enfin, en termes de reporting prudentiel qui va largement changer, nous nous appuyons aussi sur nos compétences d'audit, évidemment, en matière d'assurance. On va commencer par le côté un peu technique du dossier, avant de voir les questions peut-être plus philosophiques ou politiques que cela implique. D'un point de vue technique, qu'est-ce qui change peut-être par rapport à Solvabilité 1 déjà? Alors, il y a deux choses qui changent principalement. La première, et c'est celle-là qui agite le plus le marché, c'est le mode de calcul des exigences de solvabilité. Un assureur doit avoir un montant de capital minimum pour être en mesure d'exercer son métier. Et couvrir le risque en face. Il y a un portefeuille de risques. Vous, moi, on a tous des assurances. Et il faut que l'assureur puisse faire face en cas de tempête, d'accident ou autre, avec des actifs concrets et solides. C'est ça, finalement, le principe de solvabilité. Absolument. C'est vraiment la capacité de l'assurance à tenir sa promesse, finalement, celle qu'elle a prise vis-à-vis de ses clients. Aujourd'hui, c'est un système qui est relativement simple. On prend un pourcentage des primes ou des provisions que l'assureur a mis de côté en prévision de ses sinistres. Aujourd'hui, avec Solvabilité 2, on va passer dans un système beaucoup plus complexe, à la fois en termes de calcul, et puis beaucoup plus complet également, puisqu'il va prendre en compte des risques qui aujourd'hui n'apparaissent pas dans ces calculs, notamment tout ce qui est risque de marché ou risque opérationnel. Est-ce que c'est la bonne façon d'aborder cette question de la solvabilité, de complexifier finalement, même si c'est pour améliorer le système, mais c'était un peu un reproche, et Solvabilité 2 est née de la crise des subprimes avec justement cette complexité, cette opacité. Est-ce que là, on ne réinvente pas une usine à gaz qui au final risque de perturber la transparence qui est réclamée par certains? Alors plus exactement, Solvabilité 2, c'est un débat qui a commencé il y a près de 10 ans maintenant et qui était au départ assez bien accueilli en disant rapprochons-nous de la vision économique des choses, de la vraie vie finalement du métier des assureurs. Simplement, au fur et à mesure que la réglementation s'est positionnée, il y a eu entre-temps effectivement la crise qui a amené deux choses. D'abord, un renchérissement, en tout cas des exigences des superviseurs qui ont tout d'un coup une certaine probablement crainte que ce type de crise puisse mettre à bas certains grands acteurs du marché. On veut lutter contre le risque dit systémique, c'est ça la crainte, c'est que ça fasse un effet domino et que tout le système implose ou explose. Entre autres et surtout, ce que l'on veut, c'est avoir une certaine assurance que les sociétés seront en même de faire honneur à leurs engagements. Et finalement, le seuil que l'on s'est posé dans Solvabilité 2, c'est un seuil d'avoir au maximum une faillite tous les 200 assureurs, ou une faillite tous les 200 ans. Donc c'est ça qui est visé. Mais pour arriver à ce principe que tout le monde finalement accepte de relativement bonne grâce, on arrive dans le passage à la pratique avec là des calculs qui deviennent de plus en plus complexes et puis surtout des débats qui sont sur le niveau pratique sur tel risque, celui des actions, celui de telle ou telle catégorie d'assurance qui représente ce risque de faillite une fois tous les 200 ans. Et puis c'est là où en fait la technique est rejointe par la politique, où la politique s'en mêle finalement, c'est que le métier d'assureur a aussi une vocation économique très importante dans un pays, celui de flécher l'épargne de ses citoyens. Et là, voilà, ça complique peut-être aussi le jeu parce que les politiques veulent une orientation à l'épargne plutôt qu'une autre. Absolument. Ce qui se passe, c'est que Solvabilité 2 va changer un certain nombre d'indicateurs et de compteurs que les assureurs devront prendre en compte quand ils pilotent leur activité, notamment en matière d'investissement. Et à partir de cela, ça veut dire effectivement qu'ils risquent de rediriger les investissements qu'ils font aujourd'hui vers d'autres classes d'actifs qui ne sont pas forcément celles que les gouvernements souhaiteraient voir soit privilégiées, soit abandonnées. On dit souvent par exemple que les actions vont souffrir finalement de la mise en place de ces nouvelles normes. Les actions vont effectivement être beaucoup plus coûteuses à détenir dans un bilan d'assureur que par exemple des bons souverains, quel que soit d'ailleurs en Europe en tout cas le niveau aujourd'hui que l'on peut voir sur ce risque. Ce que ça veut dire, c'est que certains produits
qui aujourd'hui sont des produits de long terme, qui reposent sur des allocations d'actifs passifs relativement fines, pourraient se retrouver soit modifiés, soit éventuellement abandonnés par certains types d'assureurs, parce que Solvabilité 2 va être de moins en moins une incitation à assurer ce type de produit. Et ce qui est un peu schizophrène aussi dans le discours politique ou gouvernemental, parce qu'on dit d'un côté il faut soutenir l'économie, ça passe par les marchés financiers, les actions entre autres, et puis d'un autre côté on dit aux grands épargnants que sont les assureurs, non il ne faut pas y aller. Alors à la décharge du gouvernement, ce n'est pas lui qui édicte les normes Solvabilité 2, c'est la Commission européenne qui est à la tête de cette réforme, et donc c'est vrai que là-dessus il y a énormément de lobbying entre les gouvernements, chacun défendant leurs intérêts nationaux, et la Commission européenne qui vise un régime qui sera uniforme au niveau du continent. Si on s'arrête un moment sur les dettes souveraines, vous avez prononcé ce mot, tout le monde sait les perturbations qu'il y a sur ces marchés. Est-ce que c'est toujours considéré comme un actif refuge sûr pour les assureurs, en tout cas au vu de Solvency 2? D'un point de vue de Solvabilité 2, oui, c'en est un, puisqu'une dette souveraine, en tout cas dans l'espace économique européen, n'emporte aucun capital requis face à ces investissements. Après, il est évident qu'il y a des variations suivant les différents pays, entre l'Allemagne ou d'autres pays plus périphériques. C'est là où toute l'intelligence des assureurs continuera à s'exercer finalement pour optimiser le rendement face au risque qui est pris réellement. Mais derrière ma question, il y a la question de la réglementation qui met toujours un peu de temps finalement à rattraper la réalité, c'est-à-dire qu'on considère que de la dette grecque, pour prendre cet exemple, est toujours un actif sûr à 100%, alors que dans les faits et sur les marchés financiers, il est considéré comme sûr à 55%. Alors c'est là où on a toute la difficulté entre une norme et des règles qui se veulent européennes et les cas particuliers. On revient à nouveau à la nécessité et au deuxième pilier que Solvabilité 2 met en avant, c'est la capacité des assureurs à prendre en compte leurs risques dans leurs décisions et à les gérer en bon père de famille, si on peut dire, une saine gestion des risques. Et l'exemple que vous citez avec la Grèce devrait amener effectivement un assureur à considérer ce type d'investissement sous un œil très particulier. Oui, il reste l'intelligence de l'assureur, c'est ce que vous dites finalement, et le savoir-faire, le métier de l'assureur, et sinon on aurait tout dans la même case et tous les assureurs seraient les mêmes. Exactement, et c'est un des effets d'ailleurs contre lesquels petit à petit la réglementation tente d'évoluer, c'est d'éviter le côté procyclique de Solvabilité 2 qui a été une critique émise jusqu'à présent. Le côté moutonnier en fait. Exactement, qui pourrait être engagé par ce que la formule standard ou les modèles internes peuvent impliquer. Et c'est là votre métier justement, c'est d'essayer d'explorer finalement les champs du possible, de conseiller les assureurs dans ce domaine? Notre métier, il est à la fois aujourd'hui mettre en place Solvabilité 2 et tous les changements que ça implique, et effectivement regarder au-dessus de la haie, au-dessus du mur, sur ce que l'avenir sera dans un monde gouverné par Solvabilité 2 en termes d'assurance. En parallèle, il y a BAL 3, c'est à peu près l'équivalent pour les banques. Et justement, ça pose le débat de la position des banques et des assurances, un débat qui n'est pas toujours bien tranché, avec une séparation pour les uns, des regroupements pour les autres. Où on se situe en ce moment? Alors aujourd'hui, BAL 3 effectivement a émis un certain nombre de normes qui aboutiraient, dans l'état des discussions telles qu'on les a aujourd'hui, à ce que les fonds propres détenus dans une société d'assurance par une banque soient déduits des fonds propres de la banque. Ce qui en gros veut dire que les fonds propres d'une entité, d'un métier, vont servir à assurer les fonds propres, enfin à garantir le risque de l'autre métier aussi, donc ils servent deux fois. Alors plus exactement, ça veut dire qu'on essaye de séparer ces mondes-là tout en essayant d'harmoniser les principes prudentiel qui prévaut sur chaque métier. Mais ce que cela pose derrière, en tout cas pour un groupe bancaire, et c'est particulièrement en France où la banque assurance est importante, c'est toute la question de savoir comment allouer ses fonds propres entre ses activités d'assurance et ses activités bancaires, et puis également à un niveau plus opérationnel sur savoir quels produits ils veulent pousser, produits d'assurance vie par exemple, ou des produits d'épargne plus de nature bancaire. Bon, on a vu la technique, on a vu un peu les conséquences pour le métier. Qu'est-ce que ça va changer pour les assurés, entreprises ou particuliers? Alors, les assurés, finalement, au quotidien, ça ne changera pas forcément grand-chose. Une prime plus chère peut-être, parce que ça coûte de l'argent d'introduire ça. Sur les types de produits, effectivement, ça ne changera peut-être pas grand-chose sur la grande masse des produits que nous avons aujourd'hui en tant que consommateurs. Après, il est vrai qu'il y aura des impacts sur les prix potentiellement, mais qui dépendront aussi d'autres facteurs. Solvabilité 2 n'est pas la seule force qui s'applique sur les assureurs. Il y a la concurrence, il y a la fiscalité,
toutes sortes d'incitations à tel ou tel besoin finalement d'assurance. Donc là-dessus, on est dans un cocktail finalement avec beaucoup d'ingrédients. Il est assez difficile d'avoir une vue absolue sur ce que sera Solvabilité 2, mais en revanche, c'est un moment très intéressant pour le secteur. La fiscalité qui est un point important, vous parlez de marketing de Bercy, hein, c'est ça? Alors c'est un terme effectivement qui a déjà été cité dans d'autres instances. On voit bien que tout ce qui concerne les produits de pension, l'assurance vie, les produits d'épargne en général, sont très largement gouvernés par l'incitation fiscale qui est attachée, depuis le livret A jusqu'à des produits d'assurance vie complexes. Donc là, comment Bercy va traiter ce sujet-là sera aussi un facteur important sur le devenir des produits d'assurance d'épargne. Dernière question, le calendrier d'application de Solvency 2, Solvabilité 2. C'est un calendrier avec une date phare finalement qui est le 1er janvier 2013, c'est la date de mise en place de Solvabilité 2. En revanche, le détail de la réglementation sera finalement connu assez tard puisqu'on n'anticipe pas avant fin 2012 d'avoir vu tous les détails que la Commission européenne, les superviseurs et probablement le Trésor français auront pu mettre en place. Merci Michel Delabellière pour ces explications. J'espère que vous y voyez un peu plus clair dans Solvency 2. Je rappelle que vous êtes associé chez Deloitte et à ce titre responsable européen de Solvabilité 2. Merci.